Aujourd'hui, on voulait justement lancer le débat sur la circulation de nos œuvres, car c'est un débat en ce moment important que le ministère souhaite porter. Et donc nous avons réuni un certain nombre de personnes pour en parler aujourd'hui. Et je les remercie tous d'être présents ici. Je vais passer la parole à Marie-Céline Nivière, qui est notre secrétaire générale, notre bras droit, qui a organisé, qui va être la modératrice du débat. Je voulais juste rappeler, j'ai oublié une petite chose, vous dire également que le syndicat des metteurs en scène a sorti il y a quelques jours le grand livre que vous pouvez consulter sur notre site. Le grand livre, en fait, est un ouvrage numérique, justement, qui rassemble le corpus des textes juridiques, mais pas seulement, et aussi historiques, sur le combat des metteurs en scène. Et je vous invite à aller visiter notre site et visiter ce grand livre. Et également y participer, puisque c'est un ouvrage interactif et toutes les contributions sont les bienvenues. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole à Marie-Céline. Merci. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc je vais commencer par le bout de la table. Laurence Camoin, qui est directrice du théâtre de Saint-Maur, qui est aussi metteuse en scène, autrice, voilà, et qui est vice-présidente du syndicat. À ses côtés, vous avez François Vrelard, producteur, tourneur, producteur acte 2. À ses côtés, Déborah Munzer, je l'ai bien prononcé ? Parfait. Qui a été metteur en scène, mais qui est maintenant surtout ici présente en tant que présidente de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, FNCC. À Panchika Vélez, qui est donc metteuse en scène indépendant, et qui, après avoir été pendant de longues années une artiste associée et programmatrice du théâtre de l'Atrium à Dax, en Aquitaine. Elle était notre présidente du syndicat, elle a présenté sa démission puisqu'elle vient d'être élue pour représenter les metteurs en scène au sein de la SACD. Je reprends le bout de la table. Madame Jeanne Champagne, metteur en scène, directrice de compagnie. À ses côtés, Guy-Pierre Coulot, metteur en scène, ancien directeur du CDN de Colmar. Toujours, pardon ? Toujours. Mais qui m'a dit ça ? Pardon. C'est totalement injuste. Voilà, c'est injuste, je suis désolé. Donc, directeur du CDN de Colmar, qu'il fait très bien, en plus j'adore y aller. Joël Dupuis, trésorière Sinavi au niveau du Sinavi national, et vice-présidente de la délégation Sinavi Île-de-France, et également metteuse en scène, mais comme on dit, une metteuse en scène émergente. À mes côtés, Antoine Gabriel, directeur du théâtre de Gascogne, mais aussi il est directeur des politiques culturelles pour la ville de Mont-de-Marsan. Donc on a un paysage assez vaste, un territoire, on va dire, sur la culture, sur le territoire même, pour justement parler de du thème du débat qui est où en est la circulation de nos œuvres pour les metteurs en scène sur les territoires. Car comme vous le savez, le ministère de la Culture a décidé a lancé un plan en mars 2018 qui s'appelle « La culture près de chez vous ». C'est-à-dire l'idée de remplir les zones blanches, les zones blanches. Il paraît qu'il y en a plein. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, le théâtre ? Comment va circuler le théâtre ? Et la question se pose, c'est comment les metteurs en scène vont pouvoir élaborer leurs projets, parce que vous savez, ils sont souvent chefs de projet. Et le débat est ça. Comment ? Alors, moi, je vais me faire un peu le petit naïf. Voilà, vous êtes metteur en scène, vous avez un projet, vous décidez, vous voulez le monter. Comment vous allez vous y prendre ? Qui vous allez pour au niveau des cultures, comment vous dites, tiens, je voudrais aller me promener en province, je voudrais, voilà. Qui prend la parole en premier ? Guy-Pierre, il a un micro. Je suis le premier à répondre sur une question qui est très large. Je pense que
la plupart des metteurs en scène qui sont ici ou des artistes connaissent à peu près les circuits, qu'ils soient publics ou privés, pour monter des projets, s'adresser aux institutions, aux DRAC, que sais-je, aux départements, aux régions et aux services culturels qui sont maintenant déjà très installés au niveau des collectivités territoriales ou du ministère de la Culture tout simplement. La question peut-être que ça implique en fait, Marie-Céline, c'est plus peut-être la difficulté à diffuser, parce que ça c'est le point de départ, de monter le projet et puis ensuite se dire comment. Alors il existe un réseau qui est assez accessible, il y a quand même des annuaires, il y a beaucoup de ressources sur les lieux disponibles pour essayer de vendre son spectacle, de le diffuser. Je pense que ça c'est assez simple. Maintenant c'est un travail qui, pour tous les metteurs en scène, prend énormément de temps. Et je crois qu'il faut de toute façon passer un temps fou au téléphone ou se déplacer. Et c'est là où commencent les vrais problèmes, c'est comment on finance ça, comment on finance ce temps pour construire la diffusion des spectacles. Donc ça, c'est plus, à mon sens, c'est plus la problématique que comment les diffuser. Parce que les réseaux existent, ils sont identifiés, mais maintenant c'est comment les metteurs en scène le font, parfois tout seuls, parce que, comme tu l'as dit, ils sont porteurs de leur projet, parfois accompagnés d'une structure, que ce soit un théâtre institutionnel ou un théâtre de ville ou un CDN, pourquoi pas, qui là peut faire une partie de ce travail. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression que l'énorme difficulté, c'est que les directeurs de lieux qui sont susceptibles d'accueillir les spectacles veulent entendre la parole de l'artiste d'abord. Et je crois que c'est surtout ça qui prend un temps fou, en fait. Il y a aussi dans les territoires comment l'œuvre, en fait, le metteur en scène, qui est, comme on vient de le dire, droit d'auteur, il y a ça aussi, comment on va faire circuler son travail, moi j'aurais voulu que on me réponde aussi par rapport au territoire. Voilà, puisque l'idée c'est comment une mise en scène peut circuler dans le territoire, comment elle va évoluer, quel est le rapport entre le metteur en scène et un directeur d'une structure. Voilà. Donc j'aimerais d'abord Antoine et puis après pour sa mort la région parisienne, Déborah aussi, et voilà. Je vais rebondir sur ce que Guy-Pierre vient de dire, sur l'importance pour le metteur en scène de se déplacer. Il faut arrêter de considérer les directeurs de structures, quelles qu'elles soient labellisées ou non, à fort potentiel de rayonnement, à gros budget ou à petit budget, comme simplement un lieu de spectacle ou un potentiel client pour acheter un spectacle. Je suis désolé, je vais vous faire une confidence, je ne suis ni banquier ni loueur de salle. Donc, ce qui va générer mon engagement au nom du territoire que je représente, c'est la qualité du projet qu'on vient me présenter et la capacité que je vais décerner dans ce projet de le mettre à portée du territoire. Voilà. Cette importance du territoire, ce rôle du territoire dans la diffusion est primordial. Parce que ce territoire culturel, ce territoire de responsabilité, on le vit au quotidien. Le territoire de responsabilité d'un théâtre, que ce soit un CDN comme à Colmar, que ce soit le théâtre de Gascogne à Mont-de-Marsan, c'est pas les mêmes réalités géographiques, c'est pas les mêmes réalités artistiques, c'est pas les mêmes partenaires forcément qu'on a en face. Et cette connaissance fine d'un territoire culturel vécu, elle est incarnée, ou elle doit l'être en tout cas, par les structures qui sont actives sur ces territoires. D'où la nécessité impérative, absolue, d'avoir ce moment de rencontre entre le porteur du projet, la plupart du temps c'est le metteur en scène, c'est l'amorce, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et le lieu de diffusion, qui sont en fait les lieux de diffusion, si on veut augmenter la visibilité de ce projet, il faut absolument qu'il y ait ce lien direct entre cette transmission de parole, entre l'initiateur du projet, qui va le défendre, et le représentant d'un territoire à travers une structure qui est en capacité de le diffuser, de l'accompagner, de le coproduire, de l'accueillir en résidence et surtout de le valoriser en direction d'un territoire. Et quand je dis valoriser, c'est pas simplement le diffuser, c'est le déployer sous ses différentes potentialités, que ça soit la représentation, que ça soit la rencontre avec l'artiste, que ça soit la médiation, que ça soit l'éducation artistique et culturelle.
Et tout ce projet en maturation va naître de cette rencontre entre le metteur en scène et puis le représentant de la structure. Oui, les producteurs, oui, les diffuseurs ont toute leur place à jouer dans la mise en circulation des projets artistiques, mais rien ne remplacera la discussion directe entre le metteur en scène et puis le représentant du territoire. Oui, bonjour à tous. Non, simplement, c'est je vois ça d'un très bon œil en fait de démarrer cette discussion par rapport sur la circulation des œuvres, mais par rapport au territoire directement, parce que nous, à la fédération, donc je représente une fédération qui réunit les élus à la culture des villes, des départements et des régions. Nous sommes très vigilants, très attentifs à ce qu'on nomme la désuniformisation sur les territoires de nos politiques culturelles. Donc ça vaut pour le spectacle vivant en particulier, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a quitté ces époques où on pouvait créer un spectacle à Paris et puis l'envoyer comme ça sur les routes de province en distinguant Paris et la province, en distinguant les zones de création et les zones de diffusion, en distinguant les zones colorées et les zones blanches. Nous, on considère qu'il n'y a pas de zone blanche, d'une part. On considère que la création peut émerger partout sur le territoire et que la circulation des œuvres se fait à partir de là où il y a eu la création, mais ce n'est pas nécessairement Paris versus la province ou tout autre type de clivage. Du coup, effectivement, la désuniformisation des territoires et le fait que chaque projet puisse s'implanter réellement quelque part en étant incarné dans un territoire, c'est quelque chose auquel on est très attentif et qu'on pense nécessaire pour pouvoir avoir une meilleure circulation des œuvres. Donc oui à l'éducation artistique et culturelle, oui aux différents types de médiation qui peuvent exister autour d'un spectacle, en tout cas oui à la relation directe entre le créateur, entre l'auteur, entre le metteur en scène en l'occurrence et son territoire, donc le théâtre s'il s'agit de scènes permanentes ou les festivals s'il s'agit de scènes éphémères. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur ce sujet et je vais peut-être passer le micro directement pour l'exemple de Saint-Maur. Voilà. J'essaye ce micro, il fonctionne, donc très bien. Je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas un cas de figure pour la création d'un spectacle. Tout est possible. Ça peut commencer avec un jeune artiste dont c'est la première création, jusqu'à l'artiste aguerri qui a tous les soutiens. Et mon rêve ultime, quand j'ai eu la chance d'être nommée à la direction du Théâtre de Saint-Maur, c'était vraiment de soutenir la création et évidemment d'être à l'origine de la découverte d'artistes qui deviendraient les grands pontes de demain, quoi, les Thomas Joly, voilà. Et donc c'est vraiment une mission, c'est la part de mission la plus délicate et la plus merveilleuse à faire que de recevoir les artistes. Sachant qu'un artiste n'arrive jamais vierge, il a construit tout un travail avec un collectif, avec une équipe, avec un auteur. Il a déjà un tas d'idées, il est déjà dans un fourmillement extraordinaire. Et avec ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la difficulté à trouver des moyens financiers pour créer, actuellement, le parcours du combattant pour arriver à un spectacle abouti, c'est facilement une moyenne de 2 ans. Donc moi, quand je suis arrivée à la direction de ce théâtre, je me suis battue pour obtenir des aides. Donc j'ai sollicité la DRAC. J'ai sollicité la région Île-de-France qui m'a tout de suite accordé son soutien. J'ai sollicité le département. Et avec ce peu de moyens, j'ai quand même pu me lancer dans le soutien à la création d'au moins 4 spectacles par an et un peu plus parce que toutes les vacances scolaires chez moi sont consacrées à des résidences de création, avec une mise à disposition de l'équipe de régie, avec donc des financements, un accompagnement de diffusion si je peux. Voilà, c'est très important qu'une création puisse être accompagnée pleinement. Un artiste a besoin d'un cocon pour créer, c'est vraiment très important et la qualité des spectacles s'en ressent. Voilà, mais voilà. Moi, je dirige un théâtre de ville qui avant était une association, qui est devenu un établissement public, ce qui a un petit peu complexifié les choses, mais qui ne les rend absolument pas impossibles.
Et bon, je ne suis pas encore satisfaite et heureuse de ce que je fais, puisque je pense que et j'ai envie de faire beaucoup plus. Voilà, et puis je suis moi-même en tant qu'autrice et metteuse en scène confrontée à la difficulté d'aller vers les autres et de vendre ma propre création. Et je sais à quel point c'est difficile pour un artiste de se vendre, parce qu'on n'est pas là pour se vendre, on est là pour partager un désir, en fait. Ça me paraît important. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais être trop... Il y a le Synavi... Ouais. Oui, je veux bien rebondir sur cette idée d'aller rentrer en contact avec les programmateurs et les directeurs d'établissements en parlant de l'expérience que nous avons sur l'Île-de-France. Je vais juste préciser, pour ceux qui ne connaissent pas le Synavi, que nous sommes un syndicat d'employeurs, principalement de compagnies, organisées de façon nationale avec des délégations dans presque toutes les régions de France. Donc nous sommes des compagnies et nous essayons d'aller justement vers les programmateurs, mais pas n'importe comment, parce que prendre son téléphone et noyer les répondeurs, on a bien compris que ce n'était pas la méthode. Donc on essaye de favoriser les rencontres autrement, et on le fait par le biais de diffusion, de rencontres sur la diffusion. Et ça a donné en Île-de-France un projet l'année dernière qui est récidivé cette année, qui s'appelle Scène sur scène, où les compagnies se prennent en charge elles-mêmes, s'auto-organisent pour rentrer dans les théâtres sans qu'il y ait une sélection de la part du directeur ou du programmateur, de façon à pouvoir nous mettre en valeur et se présenter et faire venir les programmateurs à nous, parce que faire la promenade des théâtres les uns après les autres, pour une compagnie qui émerge, qui n'a pas de moyens, c'est très difficilement viable, c'est même quasi impossible. Donc on essaye de prendre un peu les problématiques autrement pour faire que ces rencontres justement existent. L'expérience de Scène sur scène est un essai. Il y a le deuxième essai à la fin de l'année. Donc je vous y invite tous, évidemment. C'est un biais. Panchika. Oui, alors bon, je trouve très intéressant ce qui est dit autour de cette table, et j'ai la sensation qu'on est tous assez, en accord sur, en tout cas, nos aspirations et notre désir que tous les territoires soient irrigués par l'art et par le spectacle vivant. Maintenant, je vais être un peu brutale, parce que je crois qu'on est là aussi pour dire les choses. On sait que la moyenne de représentation en France est de l'ordre de par spectacle, est de l'ordre de 5 représentations par an, toutes structures, toutes productions confondues. C'est un chiffre qui est encore plus bas que celui qui avait été posé il y a quelques années par le rapport Latarjet, pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que c'est une chose dont on doit, effectivement, nos démarches sont de réfléchir à comment aller contre ce chiffre si bas. Là, pardon, je prends un peu la parole parce que j'ai envie j'ai une double, triple casquette, puisque j'ai été metteuse en scène pendant des années dans le circuit public. Donc avec des spectacles qui étaient diffusés vraiment dans des scènes nationales, des scènes conventionnées, CDN, mais aussi parfois dans des théâtres de ville et parfois dans des théâtres privés, car très vite j'ai trahi. Je plaisante bien sûr, mais j'ai travaillé dans les deux secteurs du théâtre public et du théâtre privé, et je regrette pas du tout. Je vous le dis tout de suite. Mais je dis ça, je pose ça parce que tout ne va pas bien. Je pense que la notion de sensibilisation et d'action culturelle est quelque chose de fondamental, mais je pense aussi qu'il y a aussi peut-être d'autres enjeux à réfléchir, qui sont des enjeux politiques. Je sais qu'on est très nombreux, de très nombreuses organisations professionnelles. Alors là, je parle en tant qu'ancienne présidente du syndicat des metteurs en scène,
au sein duquel j'ai œuvré pendant des années, 10 ans, 15 ans même, au conseil d'administration et 5 ans comme présidente. Donc là, je pense que je peux parler pour beaucoup de metteurs en scène, au nom de beaucoup de metteurs en scène. Au syndicat national des metteurs en scène issus de tous les secteurs, de tous les âges, de toutes les générations, se retrouvent et discutent de leurs problématiques de circulation de leurs œuvres, qu'ils soient ou non directeurs de compagnie, directeurs de théâtre ou complètement indépendants ou metteurs en scène et auteurs de textes. Les problématiques sont souvent les mêmes. Et je trouve ça très intéressant qu'on soit aussi différents dans une aussi grande diversité et sur les territoires régionaux et dans la région parisienne, parce que finalement les enjeux sont les mêmes partout. Pardon d'être un peu longue, mais je pense que c'est important de poser ces choses-là. Il y a 1000 lieux répertoriés par le ministère de la Culture en France. Alors, d'après ce que j'ai compris, ces 1000 lieux représentent tous lieux confondus, scènes labellisées, théâtres municipaux, théâtres privés, etc. Donc, je pense que les théâtres privés parisiens ne font pas partie de ces lieux, mais ce sont les lieux repérés par le ministère de la Culture, dont les théâtres de ville. Si on considère qu'il y a une centaine de lieux à Paris répertoriés, ça s'ajoute. Je voudrais juste finir, et puis je vais passer la parole, parce que moi, en tant que metteur en scène, je suis confrontée, comme nous tous, metteuses et metteurs en scène, à la nécessité de faire circuler nos créations. Voilà, je vais vous donner quelques chiffres qui m'ont été remis par l'ASTP, l'association du théâtre privé. Je trouve que c'est des chiffres assez intéressants à entendre. Même si ce n'est pas très marrant les chiffres, il faut quand même les dire. En 2017, à Paris, il y a eu 41 331 représentations, avec une augmentation de plus 11,3% sur l'année précédente. Tout cela pour 4,3 millions de spectateurs, c'est-à-dire une augmentation de fréquentation dans les lieux parisiens de 1,8%. En région où 9232 représentations ont été répertoriées par le syndicat du théâtre privé qui parle des lieux qui donnent une taxe, payent la taxe. Alors, il semblerait qu'il y ait moins 14,7% de représentation en moins, pour 2,1 millions de spectateurs, qui représentent donc moins 1,2% par rapport à l'année précédente. Voilà. Et le prix moyen des places, parce que je crois que c'est important aussi de dire ces chiffres, pour les spectacles d'initiative privée, c'est 26 €. Voilà. Je ne représente pas le théâtre privé, et je passerai la parole à François Vollard ensuite, qui est producteur privé, mais qui diffuse des spectacles dans le secteur privé et dans le secteur public. Et avant de finir avec ces quelques chiffres, j'aimerais aussi passer la parole à Jeanne Champagne, si Marie-Céline en est d'accord, pour qu'elle nous parle aussi de son expérience de metteuse en scène. Je me permets d'intervenir comme ça parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on dise qu'est-ce qui pose problème. Je trouve que c'est très intéressant que les élus ici présents et les directeurs de lieux, comme les organisations syndicales, qu'on soit tous ensemble pour réfléchir. Je sais que le SNES a lancé aussi une demande d'aide à la diffusion. Je sais que toutes les organisations professionnelles se mobilisent pour qu'on réfléchisse ensemble à l'interaction création-diffusion. Même si j'ai l'air de mettre tout dans le même sac, je crois que de toute façon le spectacle vivant, le théâtre n'est pas ceci ou cela, il est ceci et cela, et je pense que nos enjeux sont tous les mêmes. Est-ce que Jeanne, tu voudrais réagir en tant que metteuse en scène? Comment tu fais circuler tes spectacles? Qu'est-ce que tu vois dans les territoires? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors, bon, disons que j'ai eu la chance d'être associée à plusieurs scènes nationales, à ces grosses scènes nationales, et donc mes spectacles, Maison de la Culture de Bourges, Equinox, scène nationale de Châteauroux, plutôt en région centre. Donc je dis, mes spectacles ont plutôt aidés, soutenus par l'ONDA, ont plutôt été bien diffusés. Mais il me semble aujourd'hui que c'est vrai, il faudrait se rassembler pour inventer une plateforme
Alors, quelle forme prendrait cette plateforme ou quelle forme? Mais il faut vraiment qu'on se rassemble pour que on puisse trouver une forme pour faire circuler les œuvres et qu'il n'y ait pas cette phrase entendue souvent par des directeurs de théâtre, non, ça c'est pas pour mon public. C'est pas possible ça. Ça c'est très difficile d'entendre cette chose-là parce que bien sûr, je parlais avec Antoine tout à l'heure, il me dit je connais mon territoire, je connais le public et tout ça, j'ai une connaissance précise, mais en même temps, ne sommes-nous pas là pour apporter aussi une certaine nouveauté, quelque chose de différent? Les metteurs en scène sont là aussi pour créer du désir. Donc il me semble important, quittant, je suis toujours dans le secteur public et toujours en compagnie, mais quittant, disons, certaines, le type, je dirais, compagnie associée, ou le statut de metteur en scène associé, d'un coup, j'ai trouvé beaucoup plus de difficultés. Donc, devenant metteur en scène indépendant, toujours en compagnie, subventionné, mais beaucoup plus de difficultés pour faire circuler les spectacles actuellement, et pourtant avec un auteur, Annie Ernaux, Les Années, qui remplit au Petit Louvre. Donc, il y a quand même quelque chose... il y a... Alors, on ne va pas parler de verrou parce que j'aime pas les mots comme ça, mais il y a quelque chose. Pourquoi une ouverture nécessaire et un peu. Bon, j'aime pas les frontières. J'ai créé des ateliers qui s'appelaient les passes frontières, et il me semble nécessaire aujourd'hui de remettre en question certaines frontières et certaines qui sont dans les têtes, peut-être encore, et ouvrir. Et je dirais ces mots-là qui me semblent aujourd'hui nécessaires, tout en gardant, je suis quelqu'un totalement un pur produit de la génération langue, en tant que compagnie, j'ai été énormément aidée, je me rends compte, mais il me semble aujourd'hui pour les générations qui viennent, parce qu'elles remettent en question ce monopole du metteur en scène, du directeur ou de la directrice, il y a une ouverture, il me semble nécessaire, il y a une ouverture au collectif qui me semble aujourd'hui fondamentale. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Jeanne. Effectivement, la structure est implantée sur un territoire. Elle a un ancrage territorial, local, et donc cette connaissance. Ça ne justifie en rien une réaction d'un directeur qui se dédouanerait ou prendrait ses distances par rapport à un projet en disant « c'est pas pour mon public ». Ça me fait penser à cette chanson d'Aznavour où il dit « ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris ». Non. Si l'artiste est présenté dans une salle sur un territoire et qu'en face il n'y a pas de public, ce n'est pas de la faute de l'artiste. C'est la faute du lieu, qui n'a pas travaillé son territoire suffisamment ou qui a pu mettre en danger l'artiste sur un projet qu'il n'a pas su faire passer. Donc oui, là on est sur un travail de médiation et là ça justifie une connaissance fine du territoire. Parce qu'il s'agit effectivement de produire cette rencontre entre la proposition artistique qui appartient en propre aux artistes et le territoire. Le rôle de la structure est d'être un passeur, d'être un entremetteur. Et ça n'exclut en rien la part de prise de risque. C'est dans notre ADN aussi d'accompagner, de prendre des paris, parfois de se planter, d'assumer cette responsabilité. On a manqué de temps, on a été peut-être un peu trop audacieux ou pas assez, on aurait pu aller plus loin. Est-ce qu'on a eu les bonnes paroles par rapport à ce projet? Est-ce qu'on n'a pas été un peu lâche dans le choix? Est-ce qu'on a utilisé les bons mots? Voilà, donc c'est une responsabilité partagée et qui passe en tout cas par une discussion continue à partir de la première rencontre. Et effectivement, faire le tour de tous les théâtres, c'est le tonneau des Danaïdes. À moins d'y consacrer toute sa vie, c'est pas possible. Donc il y a aussi une responsabilité des lieux de diffusion, à leur niveau, de se mettre en réseau. Puisque, effectivement, tout seul on va plus vite, et ensemble on va plus loin. Et dans une économie qui est contrainte, où on cherche des financements pour sécuriser le travail des artistes, pour pouvoir toucher un public de plus en plus large, ça passe à tous les échelons, que ce soit l'échelon syndical, l'échelon institutionnel et l'échelon des structures locales, par une mise en réseau. Et c'est possible de partager des résidences sur un territoire. Je pense à l'échelon départemental en particulier. Et je vais citer en exemple le département des Landes, où il y a
de grandes étendues, c'est un territoire très vaste, deuxième le plus grand département, voilà, avec assez peu de lieux de diffusion. Or, ces lieux de diffusion, qui sont 5 ou 6, se sont mis en réseau récemment, justement pour faire circuler les projets. Et je vais citer un exemple, l'Opéra de Bordeaux va faire sa prochaine création d'un ballet en décentralisation sur le territoire des Landes, en s'appuyant sur 5 lieux de diffusion. Et pourtant, c'est l'Opéra de Bordeaux. Il n'a pas besoin forcément d'aller dans les Landes. Mais à plusieurs, on arrive à créer et à mettre en circulation, et ça aboutit à la question de la diffusion. On augmente la diffusion de cette création. Oui, merci beaucoup. Justement, je vais rebondir en demandant à François Vollard, donc producteur et tourneur, la fameuse, en fait, subventionner les scènes nationales, les théâtres privés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire circuler une œuvre, pour la produire, pour la tourner, il y a plein de difficultés. Il me semble que ça devient très difficile. C'est un peu plus difficile en effet ces derniers temps. Je crois que la première difficulté, c'est qu'il y a profusion de spectacles. Nous sommes à Avignon, ici c'est le lieu du IN, mais pas très loin il y a les spectacles du Off. 1585 spectacles chaque jour sont joués à Avignon. C'est assez époustouflant, assez vertigineux. Si on regarde également toutes les propositions qui sont faites à Guy-Pierre Coulot ou à Antoine, je ne pense pas me tromper en disant que c'est plusieurs dizaines de propositions par semaine. Donc, je ne vais pas parler à la place des directeurs de lieux. Moi, je suis producteur. Ma came, c'est de participer, d'accompagner des spectacles dans leur création ou dans des étapes plus secondaires de leur vie. Mais en tout cas, c'est ça qui me fait vibrer. Et ce qui devient difficile, c'est d'arriver à favoriser un parcours cohérent avec le projet artistique dans ce foisonnement de propositions. Ça, c'est une vraie difficulté. Après, la deuxième difficulté qu'on peut mentionner, c'est qu'il reste encore en France un réel sectarisme quant à l'origine des spectacles. Alors, je vise personne ici, c'est pas le propos, mais enfin, il est vrai que il y a une tradition de bouderie du théâtre, du secteur public vis-à-vis des propositions du secteur privé. Moi, je suis producteur, j'ai la chance de pouvoir participer à des spectacles qui viennent du secteur privé comme du spectacle public, et je vois bien qu'on ne fait pas les mêmes parcours en fonction de la nature du spectacle, de cette nature-là, pas seulement de la caractéristique artistique du spectacle. Voilà. Ça, ce sont, à mon avis, les deux difficultés majeures de la circulation. Alors, Guy-Pierre Coulot voulait réagir aussi. C'est juste pour ajouter à ce qui vient d'être dit, que je partage, la profusion des spectacles, c'est vrai que dirigeant un centre dramatique national, je reçois à peu près 700 propositions de spectacles par an pour devoir en programmer à peu près 15 à 20. Donc il y a une sélectivité qui est évidente. Et dans les 20 propositions qu'on va faire chaque saison, il y en a à peu près 5 pour le jeune public et 15 autres pour le tout public, dont nos propres créations, par exemple dans un CDN. Donc il en reste 10 à peu près à programmer, 10 à 12 chaque saison, alors qu'on en reçoit 700. Bon, donc ça, c'est assez clair qu'à un moment, il faut choisir, et que faire une programmation, ça passe par ce choix qui consiste effectivement à passer à côté de choses qui sont tout à fait formidables, et puis pouvoir choisir ce qui est possible. Mais il y a une autre difficulté, peut-être que c'est intéressant aussi de se mettre du point de vue des programmateurs, de ceux qui peuvent donc diffuser des spectacles, qui peuvent les acheter. Il y a plein de contraintes en fait pour faire une programmation. Il y a non seulement ce que je viens de dire, cette profusion de l'offre, mais il y a aussi la question des calendriers, de disponibilité des spectacles, de coûts, d'adaptabilité technique aux salles. Alors moi je pense que pour les artistes, puisqu'on part de cette question au départ, comment diffuser davantage le travail des metteurs en scène,
j'ai l'impression que c'est aussi déjà faire ce choix soi-même en tant que metteur en scène, de dire je ne vais pas m'adresser à l'ensemble des 1000 salles de spectacle qui existent en France, mais de dire ok, mon spectacle est plus adapté à une salle de 200 places qu'à une salle de 3000, ou je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, tout de suite travailler plus sur un réseau qui est plus cohérent immédiatement, et déjà il y a une sélection qui se fait, on va s'adresser à moins de monde, on va perdre moins de temps, et puis ça paraît assez logique de penser comme ça. Ensuite, c'est aussi une question économique. C'est vrai que ce que disait Antoine sur le groupement des lieux qui peuvent se mettre à plusieurs pour recevoir une production assez lourde comme une production d'opéra, c'est aussi une chose très très valable pour le travail d'une compagnie, et c'est d'essayer de comprendre comment les lieux entre eux ne peuvent pas faire tout seuls et qui sont obligés de s'entraider. Donc pourquoi pas d'être à l'initiative d'une fédération comme ça des énergies de chaque lieu sur des régions, et de dire dans le calendrier d'être assez souple pour dire bon ok, on va organiser la tournée de telle manière qu'on puisse être reçu par plusieurs lieux dans une même région, et ça diminuera les coûts par exemple. Voilà. Mais c'est toute une stratégie, c'est assez complexe. Oui. Ouais, alors moi j'ai envie de poser une question à mes camarades metteuses en scène. Joëlle Dupuis, qui est jeune metteur en scène émergente puisqu'elle démarre. Guy-Pierre Coulot, directeur de Centre Dramatique et metteur en scène qui a été longtemps en compagnie. Jeanne Champagne, qui est en compagnie. J'ai envie de vous poser la question suivante, et qui se relie à ce que disent Antoine Gariel, Déborah Bunzer ou Florence Camoin, et ça va intéresser aussi François Vollard. Comment vous choisissez, comment vous décidez, qu'est-ce qui impulse votre désir, votre envie, votre passion pour monter telle ou telle œuvre, comment ça se tricote, comment ça se construit dans vos têtes. Voilà, Jeanne, tu peux commencer. Et puis, deuxième question, comme ça je la pose tout de suite et ça suivra. Là, je prends ma casquette SACD. Pourquoi y a-t-il si peu d'auteurs vivants je trouve qu'il y en a moins qu'avant. Bon, là, j'ai pas les chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que ces dernières années. Ces auteurs qui seront les auteurs de la nouvelle génération, ces auteurs textes, là je parle. Pourquoi les metteurs en scène? C'est une question perverse, volontairement perverse. Pourquoi revient-on tant à ces classiques que j'adore, mais bon. C'est pas ton cas en plus, Jeanne. C'est pas ton cas en plus. Non. Je n'ai jamais monté de classique. Plus classique, c'est Bond, Edouard Bond. Donc, il n'est vraiment pas un classique. Mais oui, je crois que c'est... oui, d'abord, je suis une femme plutôt militante, très à l'écoute des débats de société. Il m'a toujours semblé... faire du théâtre a toujours fait partie pour moi d'un engagement. C'est pour ça que j'ai toujours été dans le service public. Et donc, une œuvre qui, d'un coup, me touche sur un plan intime, sociétal et politique, a tout de suite quelque chose qui me retient très fortement. C'est ce qui s'est passé, alors pour ne parler que des derniers textes que j'ai mis en scène, c'est ce qui s'est passé avec Annie Ernaux, dont en plus j'ai fait la connaissance et donc qui m'accompagne dans ce travail. Et je dois dire qu'être soutenue par une femme auteure contemporaine, c'est quelque chose de très fort. C'est un vrai compagnonnage. Et nous avons rencontré, aussi bien dans les tournées que nous avons fait au moment de l'événement de La Femme gelée, de Passion simple, une écoute et un accueil du public très très fort. Donc pour moi, le théâtre est une caisse de résonance du monde, et c'est quelque chose qui est un peu fondamental dans mon choix des textes, je dois dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vais essayer de répondre. Moi, l'écriture vient en continu puisque j'écris, mais j'ai une trilogie dans mon travail. Et en ce qui concerne l'écriture, j'écris beaucoup. Et à un moment donné, ce que j'ai écrit, je le vois à un endroit
avec la rencontre d'un public ou d'un lieu ou d'un espace. Et j'ai plutôt dans ma tête la constitution justement d'un espace et d'autres lieux que les scènes traditionnelles. En fait, donc c'est très hybridé dans le cerveau. Mais tout ça me fait en fait du coup rebondir sur justement l'idée de réinventer la relation, comme tu parlais tout à l'heure, Jeanne. Ça va aussi pour moi avec le développement de l'autonomie des compagnies et la possibilité de rentrer justement dans, et j'aime pas ces termes, mais on est obligé d'y passer, dans le marché, dans de pouvoir aller justement se mettre en relation avec. Et cette capacité, je trouve qu'elle manque de dispositifs. On en a qui sont en train d'être mis, puisqu'il y a des dispositifs comme le fonds PEPS qui accompagnent le CICE, etc., les petits employeurs que nous sommes. Mais lorsqu'on doit passer dans ce passage-là, de porter une compagnie, il faut vraiment prendre en compte ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat culturel. On nous pousse vers cet entrepreneuriat, alors qu'au départ, nous ne sommes que justement un initiateur d'un projet, d'une idée artistique, et pas du tout quelque part un entrepreneur. Mais en même temps, on est forcé à le devenir ou à se mettre en lien et à trouver les personnes avec qui on peut être accompagné. Et ces interstices d'échange, moi, je ne les trouve pas forcément. Donc, j'ai toujours été amenée quelque part à m'auto-organiser et du coup à travailler après avec des gens avec qui je suis en coopération, qui ont la même dynamique à un moment donné, qui ont la même dynamique et qui sont mais dans des domaines différents, mais qui ont quand même ce chemin-là. C'est comme ça qu'on arrive aussi à sortir, enfin à mon sens. Et de cette idée de l'entrepreneuriat, je trouve qu'il y a du coup un frein à s'organiser et à pouvoir émerger. Voilà. Pour répondre aux deux questions de Panchika, ce qui décide, moi en tout cas, ce qui me décide, puisque la question m'était adressée aussi, ce qui m'a décidé à monter une œuvre, c'est toujours l'œuvre elle-même, c'est jamais l'opportunité de pouvoir la diffuser plus facilement qu'une autre. Je me suis jamais dit, si je monte un texte classique, ça va être plus facile à vendre. Et si je monte un texte contemporain, bon, je le fais, ça va être moins facile à vendre, mais je le fais quand même. Non. Alors après, j'ai pu le constater. Mais c'est assez drôle. Par exemple, là, je viens de mettre en scène un texte d'un auteur vivant qui est Jean-Claude Carrière. Et tout le monde m'a dit, ah, c'est bien de remonter ça. Et puis juste avant, j'avais mis en scène Amphitryon de Molière et tout le monde a dit non mais tu sais, je peux pas le prendre parce que je l'ai déjà accueilli il y a 5 ans, donc c'était très compliqué à diffuser en fait, même si c'est Molière. Au-delà de ça, il y a aussi peut-être une autre idée, c'est que quand on programme un lieu ou quand on est à la tête d'un lieu de création comme un centre dramatique national, on produit aussi d'autres artistes. Donc on a par exemple à Colmar, à la Comédie de l'Est, je parle pour ce que je connais, ce que j'ai fait, j'ai programmé beaucoup d'autres textes d'auteurs vivants mis en scène pas seulement par moi. Donc voilà, c'est aussi une espèce de balance. Et si je me réfère à ma propre expérience, récemment j'ai mis en scène Le Songe d'une nuit d'été dans une version française de 2 auteurs vivants. J'ai pas choisi une traduction de personnes qui étaient mortes, mais au contraire d'autres. Donc on a aussi peut-être répondu d'une certaine manière un peu détournée à cette question-là de la pertinence de l'écriture vivante aussi. Voilà. Mais on va revenir aussi au territoire parce qu'il y a quelque chose parce que le metteur en scène aussi a, je pense, un travail d'aller au-delà aussi d'un public qui n'est pas, on dit, un peu oublié. Et c'est là où j'ai demandé à Déborah, en fait, quel est le rôle de la fédération pour aider à inscrire la culture au cœur de la cité, inscrire la culture au cœur de la cité, sur ces territoires qui sont... car je pense qu'il y a un travail où les metteurs en scène, justement, doivent être impliqués, que ça ne soit pas des animateurs, que ça soit... Donc je pense que... voilà. Alors effectivement, les metteurs en scène, on ne veut pas que ce soit des animateurs et on souhaite que ce soit des auteurs et des artistes, ça, c'est capital. Hein. Y a pu avoir, enfin vous avez raison de dire ça, parce qu'il y a pu avoir des dérives à certaines décennies pas si lointaines, on va dire ça comme ça, dans les années 90 peut-être, où on demandait à des artistes, metteurs en scène ou comédiens d'ailleurs,
de devenir des animateurs. Je pense que heureusement, on en est un petit peu sorti, enfin peut-être pas partout, je sais pas, mais en tout cas les élus de la fédération sont sensibles à ça, et pour ceux qui participent à nos travaux, c'est vrai qu'il y a eu cette prise de conscience, donc j'espère que ce sera généralisé sur le territoire. Non, pour inscrire la culture, pour inscrire le spectacle vivant au cœur de la cité et de tous les territoires, il y a la désuniformisation qui est très importante, dont on parlait tout à l'heure, de ne pas considérer tel ou tel territoire de la même manière que tel autre. Et de partir du réel, de partir de ce qui s'y passe, de partir de ce qui s'y fait, de partir des artistes aussi qui ont envie à un moment donné d'investir un territoire. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir tous des chauvins régionaux ou régionalistes. On n'est pas obligé d'être de Colmar pour créer à Colmar, ça c'est pas le sujet, mais il faut avoir envie à un moment donné d'y passer du temps. Et y compris de connaître un petit peu les lieux, les publics, etc. et d'échanger avec les acteurs locaux, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient autres, ne serait-ce que pour croiser, ce qui est très important pour nous, les publics. Ne serait-ce que pour valoriser, vous disiez tout à l'heure que c'était pas de la faute de l'artiste si les salles étaient vides, c'est vrai, et en même temps ça peut être partiellement faux. Si jamais les scènes font bien leur travail entre guillemets et qu'elles demandent aux artistes de travailler avec elles en amont pour réfléchir à quel type de public, à quel type d'association pourrait venir, etc. Voilà, ça ce sont des démarches qui sont qu'on essaye d'encourager pour valoriser les créations et les diffusions quand elles sont sur un territoire. Merci. Attends, voilà, vas-y. Oui, pardon, je voudrais rebondir, pardon si je prends un peu trop la parole, mais bon. On est dans un moment vraiment très compliqué, parce que moi, j'entends très très bien ce que vous dites sur cette nécessité de tenir compte, prendre en compte cette diversité dans les espaces, dans les économies aussi locales, etc., etc., et les publics différents. Maintenant, c'est vrai que ça rejoint une problématique qui est, je dirais, globale et nationale. En même temps, comment se faufiler entre ne pas répondre à des demandes d'une façon... Non mais, on est d'accord. Et c'est très compliqué. Et je crois qu'on est tous dans les mêmes difficultés. Je veux dire parce que j'ai posé la question à mes camarades metteurs en scène et j'ai bien entendu leurs réponses que je trouve intéressantes et je pourrais dire, je pense, la même chose que Jeanne ou que Guy Pierre. En même temps, il y a des contingences économiques. Je pense que Marie-Céline va passer la parole à la salle dans pas longtemps. J'ai aussi des camarades metteurs en scène ici présents qui ont été confrontés à certains soucis de ok, je monte un spectacle, mais économiquement, est-ce que j'ai les moyens de mettre sur scène 22 personnes et de faire tourner mon spectacle avec 22 personnes? Je pense que la parole sera sûrement demandée ensuite dans la salle, parce que il y a les choix artistiques, il y a la préoccupation qu'on peut avoir, parce que je crois que tous les metteurs en scène qui sont à la fois des artistes, mais aussi des artisans, et aussi on est vraiment à un moment, mais bon, tous les artistes aussi, je veux pas être corporatiste, parce que les comédiens, les comédiennes, les auteurs et autrices texte, on a tous un désir politique du théâtre, politique au sens large, au sens noble du terme. On a envie de parler aux autres, d'avoir cet échange. Maintenant, il y a la circulation, il y a être programmé, être vu, que nos spectacles soient vus, mais pour qu'ils soient vus, c'est pas seulement comment on peut les faire voir. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement combien de représentations on arrive à faire tourner, mais c'est comment on monte même. C'est aussi l'enjeu de la création. Je veux dire, comment on monte un spectacle avec plus de 3 personnes sur scène aujourd'hui en France. Je veux dire, il faut qu'on aille au bout des choses, qu'on dise les choses. On est un pays quand même, la France, où l'art est extrêmement subventionné par rapport à d'autres pays d'Europe et du monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des dysfonctionnements? Enfin, je veux dire, allons plus loin. Enfin, moi, j'ai envie qu'on aille plus loin. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je suis d'accord avec toi, Pancheka, quand tu dis qu'on vit une période difficile, c'est vrai. Mais je pense que c'est pas récent. J'imagine que quand Villard a imaginé le Festival d'Avignon,
il a passé des sales quarts d'heure, et je pense que c'était pas plus rose hier que ça sera doré demain. Et que, bien sûr, c'est parce que tu as dit, je complète le propos pour dire que c'est aussi un merveilleux moyen de repenser nos manières de fonctionner. On a fonctionné tous de manière très, très cloisonnée, les metteurs en scène d'un côté, les auteurs de l'autre, les structures labellisées dans un réseau. Peut-être que l'heure est venue aussi de casser un peu ces circulations en silo pour essayer d'imaginer des projets innovants et, j'ose le mot, iconoclastes. Oui, on est héritier de modèles anciens qu'on n'a pas créés, qu'on n'a pas imaginés, et qui ont pu fonctionner, mais peut-être qu'il faut aussi les dépasser. J'entends beaucoup parler de théâtre privé, théâtre public, théâtre subventionné. Quand on lit l'étude qui a été commandée par la DGCA à Jackie Marchand, ancien directeur de la Coursive, il part du postulat de départ qu'il faut arrêter ce clivage-là parce que tous les spectacles, qu'ils soient privés ou publics, sont subventionnés. Et à un moment, il ne faut pas qu'on applique et qu'on impose aux spectateurs nos propres critères de lecture, nous pros ou nous du milieu. Voilà, il ne faut pas qu'on perde de vue ça. Et pour rebondir sur la question de la place du metteur en scène par rapport au territoire, parce qu'on est quand même là pour parler de la diffusion par rapport au metteur en scène, il y a un élément, il y a un échelon qui est tout à fait adapté pour ça. On parle du millefeuille administratif. En France, on est les champions du monde de l'empilage, mais il y a un échelon qui a fait ses preuves, qui n'est pas forcément le plus visible, mais qui est très actif sur les territoires, ce sont les offices. Voilà, l'office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, est un promoteur formidable pour les directeurs de lieux, mais doit être aussi un référent pour les metteurs en scène, parce qu'ils ont cette lecture artistique et ils ont cette connaissance du réseau de leur territoire. Ils peuvent donc guider le metteur en scène vers tel ou tel lieu qui est en mesure de prendre le temps d'écouter. Ils ouvrent des portes, ils facilitent la rencontre, et c'est la cheville ouvrière de la diffusion sur un territoire donné. Donc le rôle des offices, je regrette qu'il n'y ait pas quelqu'un d'un office comme Joël Brouche, par exemple, qui pourrait en parler pendant des heures. Et on a vu le côté merveilleusement positif de ça il y a quelques années avec l'agrandissement des régions. L'Aquitaine, qui est quand même une région très vaste, s'est élargie avec 2 nouvelles régions, Poitou-Charentes et Limousin, sur un territoire extrêmement vaste. C'est la taille de l'Autriche. Voilà. Alors, aller de Bayonne au sud jusqu'à La Rochelle au nord, vous imaginez bien que pour des directeurs, pour aller repérer, ou même pour des metteurs en scène, pour aller voir des responsables de lieux, c'est compliqué. Or, les offices font ce travail-là de mise en réseau, et on a vu arriver, grâce à l'OARA, des informations sur des compagnies qu'on méconnaissait totalement, qu'on ne soupçonnait même pas. Voilà, donc les offices ont toutes leurs raisons d'être, et je pense que les metteurs en scène devraient s'appuyer encore davantage sur cet échelon-là, qui est un échelon souple, qui est un échelon artistiquement crédible, et qui nous connaît bien, nous, lieux sur les territoires. J'aime bien cette idée d'aller s'appuyer sur les différents échelons, mais justement, toutes ces strates que nous avons maintenant dans ce qu'on appelle le millefeuille administratif perd considérablement les uns et les autres. Et justement, une partie du travail que moi j'aimerais voir fourni par les lieux sur leur territoire, c'est celui du droit culturel, le droit à l'accès culturel pour que les publics puissent avoir l'équité du droit d'accès. Je pense que ça participerait déjà aussi à un travail par un autre biais sur le phénomène de diffusion et d'aller vers. On est à plein d'endroits sur notre territoire avec des lieux qui fonctionnent très différemment. On a vraiment une disparité. Je le vis en Île-de-France, et je pense qu'il y a d'autres endroits aussi où les espaces ne sont pas desservis par les lieux mêmes. Donc il y a justement d'autres choses et des coopérations à faire avec nos compagnies qui sont engagées sur ces territoires et qui ont justement à la fois vu des failles ou proposé des idées pour aller mettre de l'art et de la culture dans des espaces où il n'y en avait pas. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser? Car on est aussi là pour vous répondre à des interrogations que vous avez, à continuer le débat avec vous. Attends, je crois qu'il faut... Il y a un micro dans la salle. Attends, laisse-la arriver.
On a parlé des secteurs, public, privé, etc. J'aimerais qu'on aborde la question de l'hybridation qui se passe actuellement justement dans les montages de production entre le théâtre public et le théâtre privé. J'aimerais qu'on en parle un peu pour mieux comprendre déjà le phénomène, puisque on n'a pas parlé des missions, les missions qui sont données au théâtre public, qui sont plus floues, enfin qui ont moins été définies dans le théâtre privé. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous parler est-ce que ça a un sens dans le cadre de ces missions, cette hybridation des productions dont on parle et qu'on constate aujourd'hui? Oui, mais par contre, tu veux en parler, Antoine? Vas-y. Je pense que pour un théâtre de ville, de toute façon, il est essentiel que le théâtre soit un théâtre de proximité. D'ailleurs, c'est un rôle absolument dément parce qu'en fait, moi, je dirige un théâtre de banlieue, mais le public qui vient au théâtre de Saint-Maur, il va pas forcément aller à Paris ou en province voir autre chose. Donc j'ai une responsabilité énorme d'essayer de leur faire des propositions originales, d'aller partout. Et c'est pour ça que je passe un mois au Festival d'Avignon. C'est aussi pour rencontrer sans arrêt de nouveaux artistes. C'est pour ça qu'il faut aller dans toutes les régions pour rencontrer les artistes. Voilà. Et sur le territoire, il est évident que quand des artistes viennent avec un projet, jamais je ne les obligerai à faire de l'action culturelle sur mon territoire, mais je suis en très grande demande de toutes ces actions, de voir comment on pourrait rêver ensemble, comment on pourrait inventer des idées nouvelles, comment on pourrait faire du théâtre hors les murs, comment on peut aller à la rencontre des jeunes, parce que les jeunes, c'est le public de demain, et il faut absolument arriver à les séduire de toutes les façons possibles, être à leur écoute aussi, parce qu'il faut écouter le public. Moi, je suis toujours à la sortie des salles. Je ne cherche pas à faire du public, du spectacle qui va les séduire et les amener dans ma salle. Je cherche à faire du théâtre ou du spectacle vivant qui va les rendre heureux. À la sortie, ils vont être heureux de ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est absolument essentiel. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu aux choses. En fait, je voudrais repréciser juste l'hybridation, je parlais en termes de production et quelle est l'incidence sur la diffusion de nos œuvres. Qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau? Est-ce que ça peut rebattre les cartes? Peut-être que François, voilà. Bon, encore une fois, ça dépend du spectacle, de son origine et de ses possibilités. Un spectacle qui est créé dans un théâtre privé parisien, son problème ne va pas être autre que celui d'être diffusé dans un second temps. La production sera purement privée. Alors c'est vrai qu'il y a des mécanismes techniques, financiers mais enfin c'est essentiellement de la production privée. Comme il y a quand même peu de théâtre privé, il y a beaucoup de productions qui ne passent pas par le théâtre privé. Et quand nous créons, c'est mon cas, des spectacles en tournée, c'est hybride, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui entreprend une production et qui va essayer de financer cette production en faisant converger les besoins de la production avec les recherches des directeurs, directrices de théâtre, chacun ayant son rôle. Antoine parle de mission, Florence d'un autre type de mission. On essaie de faire converger en fait tous ces besoins, toutes ces recherches. Puis au bout d'un moment, en assemblant les briques, on arrive à faire le mur. Voilà. Cette convergence est profondément possible. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le terme iconoclaste, mais c'est réellement possible. Il y a eu un exemple assez récemment avec une production totalement privée, la compagnie Vive, qui était jusqu'à récemment en région parisienne, une production complètement privée, une adaptation d'un roman de Grégoire Delacour. Et les comédiens, lorsqu'ils sont venus sur le territoire, sont allés jouer la pièce en prison, sont allés rencontrer des jeunes. Voilà. Alors que dans une démarche de production privée, c'est pas forcément dans leur cahier des charges de départ, mais c'est possible. Et cette possibilité, elle émane d'une discussion de départ. Alors, je prends l'exemple de la fonction publique territoriale, c'est pas forcément ce qu'on cite en exemple quand on veut parler d'organisation ou d'innovation, et pourtant ça fait des années que les collectivités territoriales pratiquent les partenariats publics-privés. Je pense qu'aujourd'hui, il est l'heure pour la culture de s'y mettre aussi, parce que l'argent n'a pas d'odeur, et que c'est le propos artistique qu'on sert. Et on ne défend pas un mode de financement,
On défend un projet qui est porté par des artistes, et ces artistes, ils ont besoin d'une économie solide. Donc si on a un cofinancement qui vient d'un producteur privé parisien et de lieux subventionnés, de lieux engagés sur les territoires, de collectivités locales et pourquoi pas de mécénat, je suis désolé, ce n'est pas un gros mot. C'est une nécessité vitale et qui est au service des publics et des artistes et au-delà des territoires. Je voulais juste dire, oui, en tant que compagnie conventionnée, c'est évident, on a un cahier des charges, on a une mission pour répondre à monsieur, une mission de service public. C'est-à-dire que le spectacle, ou même en étant associé à une scène nationale, ou compagnie associée Maison de la Culture de Bourges, c'est créer un spectacle. Alors bien sûr, on a une production qui est beaucoup plus, je dirais, puisque la structure va nous aider à produire ou coproduire, mais tout cela est sous-tendu par tout un travail d'action, aussi bien auprès des amateurs que des options théâtre, que de rencontres, que même, moi j'ai d'intervention en université, c'est tout ce travail-là. Mais je veux dire, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Moi, ça paraissait... c'est pour moi fondamental dans ma démarche de démocratisation de la culture et de l'art, mais on ne peut pas peut-être demander à tous les artistes qui n'ont pas forcément envie de le faire ou qui ne sont pas à même de le faire, enfin tout ça, mais c'est dans le cahier des charges de toute façon des centres dramatiques, des scènes nationales, ce que nous disait Guy Pierre tout à l'heure, et des compagnies conventionnées, c'est-à-dire élargissement des publics. Et la première chose qu'on vous dit quand vous allez renouveler votre convention, comment avez-vous élargi le public? Donc, c'est avant de nous demander même la nature de l'œuvre ou quel va être notre projet de création. Je veux dire, mais en même temps, il faut dire c'est de l'argent public que nous rendons au public. Voilà. Bon, moi c'est un peu... Mais j'ai envie de rebondir là, pardon, tout de suite, là, vite fait, parce que c'est pas possible, parce que en fait, moi je suis comme toi, j'ai adoré faire de l'action sur le territoire, parce que j'avais envie, parce que j'étais militante, mais en fait, c'est quand même fou. On est le seul métier artistique qu'on oblige à faire ça, parce qu'on nous oblige aujourd'hui. Et c'est ça qui est emmerdant. Et moi, j'ai envie de dire les choses, parce que ça suffit, la langue de bois. Il faut dire les choses. Oui, bien sûr, cahier des charges. Ok, c'est de l'argent public. C'est aussi notre argent. C'est l'argent de nos impôts, à tous et à toutes. Absolument. Alors, on sait, il y a quand même les 20-30 dernières années, après quelques années un peu magiques des années 80, moi je les ai pas vécues, hélas, j'étais pas encore dans le coup. Mais on s'est retrouvés, nous les metteurs en scène, comme beaucoup d'artistes, mais enfin les metteurs en scène, on draine des gens avec nous. Parce qu'on est aussi, même si on n'est pas producteurs nous-mêmes, directeurs, machin, etc., on mobilise des équipes, des acteurs, des scénographes, enfin, pardon de redire tout ça, et on se retrouve dans l'obligation de... Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Oui, on veut bien le faire, mais on a tellement voulu le faire qu'on s'est fait coincer. Alors moi j'ai envie de dire, ok, mais ça suffit ce langage. Moi j'en ai marre de ce langage, moi on ne m'oblige pas à faire des trucs. D'ailleurs maintenant je suis indépendante, voilà. J'ai choisi. Bon. Alors la mission de service public, bah oui la mission c'est quoi? On n'est pas des pédagogues, on n'est pas des profs, on n'est pas des professeurs, on n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas... merde aussi, on n'est pas des médecins. On aime les gens. Si on fait du théâtre, normalement, en général, c'est parce qu'on aime les gens. Alors, il y a des gens qui ont envie de les faire rire, de divertir purement. Ils ont le droit. On peut avoir envie de faire réfléchir, on a le droit. Alors, je veux dire, on n'a pas à s'autoproclamer, mais merde, non? Parce que je veux dire, on est très gentils, les cahiers des charges, et les missions, les machins, etc. Non, mais c'était beau, et le pognon. Non, mais Jeanne, c'est pas à la question. Il fallait répondre à la question qui était posée. Jeanne, je ne te dis pas ça à toi. Non, mais... Parce que tes spectacles apportent du plaisir et je le dis clairement, allez voir les années de Annie Ernaux, Jeanne Champagne. Non, mais pardon, je m'énerve parce qu'à un moment... Ça va, quoi. J'ai l'impression qu'on est très policé. Mais disons les choses, quoi. C'est quoi un metteur en scène? C'est quoi les spectacles? De quoi on a besoin? On a besoin de raconter des histoires à des gens. Non? Pardon. Mais je crois que c'est vrai qu'il y a eu un abus, je dirais. Je trouve intéressant ce que dit Panchika, parce qu'il y a eu un abus
dans le fait d'être associé à certaines structures ou d'être en compagnie associée, où finalement, ce qui était demandé surtout, c'était de l'action culturelle. Donc c'est vrai qu'il y a eu un abus, mais que les metteurs en scène ont réagi face à ces abus. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut que ça s'équilibre. OK, des démarches artistiques, action culturelle, mais production également de spectacles choisis par le metteur en scène. Hein, je crois qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Oui, je voudrais intervenir aussi. C'est bien que le débat commence à s'animer. Moi, je trouve qu'on n'a pas parlé de ce qui fâche, pas suffisamment. Peut-être un petit peu François, à un moment donné, quand il a parlé du nombre de spectacles qu'il y a à Avignon. Aujourd'hui, la vérité, nous le savons bien, sauf à être à la tête d'une compagnie extrêmement subventionnée ou d'un CDN, enfin bon. Quand on monte un spectacle, le faire circuler, on se trouve vraiment face à un mur. Face à un mur, c'est devenu extrêmement difficile. Et pourquoi ? Parce que depuis que je suis rentré dans ce métier de metteur en scène, et à partir du jour où je suis rentré dans ce métier, on m'a dit « Est-ce que tu as une compagnie ?» C'est-à-dire qu'on a poussé chaque créateur à devenir le chef d'entreprise de quelque chose qui est une forme d'association, enfin voilà, qu'on appelle compagnie de théâtre. On parlait de l'Aquitaine tout à l'heure, Antoine. Il y a quelques années, j'étais subventionné encore par la région Aquitaine et j'avais été à une réunion organisée par la région, pas par l'OARA. Et j'avais appris dans cette réunion, et là on ne parle pas des compagnies aidées uniquement par des départements, qu'il y avait en Aquitaine 100 compagnies subventionnées par la région à une hauteur moyenne de 5 000 €. C'est insupportable, c'est ridicule, c'est scandaleux. Moi, je leur ai dit, écoutez, aidez 10 compagnies à hauteur de 50 000 € et on va voir quelque chose qui commence à se développer. Tu sais très bien comme moi qu'il y a très très peu de théâtres qui ont une véritable programmation théâtrale dans cette région. Donc, il y a un vrai problème un vrai problème de saupoudrage. Et je pense, je m'adresse aussi à Déborah là, de la FNCC, je pense qu'il faut que les élus en prennent conscience, parce que s'il y a tant de compagnies, tant de microstructures, et j'en fais partie, hein, je me mets dans le lot, qui sont un tout petit peu aidés, c'est aussi parce que chaque élu de chaque petit coin va défendre sa compagnie, sa petite structure, etc. Donc il y a un premier problème qui est ce problème du saupoudrage. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faudrait pas moins d'artistes, hein, je le dis toujours, mais moins de structures avec plus de moyens, particulièrement dans le théâtre public. Et puis après, je vais dire quelque chose. Je vais dire une deuxième chose pour un petit peu fâcher mes amis Antoine, Florence, etc., qui ont eu beaucoup de gentillesse avec moi. Je parle à Florence, directrice de théâtre. Je pense que vous avez un peu pris notre place. Vous avez un peu pris nos maisons. C'est-à-dire que je vais m'expliquer. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, à cause de l'intermittence, les comédiens, les artistes acceptent de travailler dans des conditions d'ultra-précarité qui sont absolument inimaginables, d'ultra-flexibilité, le rêve de toute économie ultralibérale. Et je pense que ça ne devrait pas être le cas. Et je pense que un théâtre, c'est pas fait pour être occupé par un directeur et des gens qui passent. Un théâtre, c'est fait pour être occupé par des artistes. Et ce pays manque de troupes dans des théâtres, de troupes qui occupent le théâtre. Et le directeur, en fait, doit travailler pour les artistes et pas les artistes passer à la demande du directeur. Je le dis ça avec le plus grand respect, hein. Vous le savez très bien. Il ne s'agit pas de personne, mais je veux dire ça. Il manque de troupes, il manque d'artistes permanents. Voilà. On ne peut que vous rejoindre. Le théâtre, les espaces sont les maisons des artistes et effectivement, il n'y a pas trop d'artistes, il n'y a pas trop de compagnies. Il y a une organisation du travail qui bouge, qui doit être retrouvée, stabilisée. On doit également, à différents endroits, retirer les doubles contraintes que nous avons. On est totalement schizophrène. Quelquefois, on a une injonction et une autre et retrouver une place où on met une véritable valeur à l'artiste et à la création
sans être effectivement des outils du service public uniquement. Et cette place de la création, c'est le théâtre, c'est le lieu, c'est le cirque, il y a les chapiteaux, il y a aussi d'autres espaces. La rue est un espace également. Et tous ces espaces, on doit pouvoir les investir sans avoir autant de barrières comme nous en avons, que ce soit dans la structuration des projets, l'hybridation des productions et dans la rencontre des jeux. On doit pouvoir quelque part se mettre en œuvre beaucoup plus facilement. Très rapidement, pardon, pour te répondre, parce que l'heure tourne, mais que tu as parlé des élus, du saupoudrage, etc. On le sait tous, il y a des injonctions contradictoires, paradoxales, entre la liberté de créer, c'est-à-dire le fait que chacun ait le droit à un moment donné de dire qu'il a envie de porter un spectacle, un projet, et le fait qu'il a le droit de déposer un dossier parmi les 700 dossiers que reçoit un théâtre par an, et naturellement, ce qui se passe, la programmation, le fait qu'on ne peut pas programmer tout le monde, le fait qu'on ne peut pas aider tout le monde, le fait qu'on ne peut pas subventionner tout le monde. Mais ça, on le sait. Les 1500 spectacles du Festival Off, il n'y a toujours pas de réponse par rapport à ça. Quand on a dépassé la barre des 1000, ça devait être il y a 5 ans, c'était pas il y a 20 ans. Enfin, je veux dire, là, l'inflation, elle est exponentielle. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, personnellement, j'ai absolument pas de réponse, et c'est pas à moi, en plus, de l'avoir, de savoir s'il faut limiter ou pas les créations. A priori, tout le monde répond non, puisque la liberté de création est première. Donc ça, c'est notre paradoxe à tous, qu'on soit élu, qu'on soit directeur de théâtre, qu'on soit créateur, metteur en scène, comédien. On a ce paradoxe-là et on vit avec au quotidien. Maintenant, dans mon rôle, à moi, dans le rôle qui a été le mien, plus exactement, de jeune metteur en scène il y a quelques années, j'ai été contente de trouver des élus à l'époque. Je n'étais pas du tout élue, évidemment. J'étais bien trop jeune et totalement méconnaissante du secteur à ce niveau-là. J'étais bien contente de trouver quelques milliers d'euros dans des aides locales pour démarrer des projets. Le défi jeune de telle ou telle mairie, l'aide à la création de telle autre, l'aide AMI pour les projets de plus de 3 comédiens. Voilà. Toutes ces aides-là, elles sont ouvertes à tous, et ce serait quand même très bizarre de les limiter à certaines personnes. Ça irait, voilà. Donc on est obligé de vivre dans ces injonctions paradoxales. Et en revanche, sur le fond de ce que tu dis, mais moi, même en tant qu'élu aujourd'hui, je partage totalement. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde si on avait des troupes permanentes. Mais dans ces cas-là, décidons-le ensemble. On fait comme en Allemagne, on fait une troupe par région, permanente dans un théâtre, ou par département, enfin je ne sais pas, peu importe. Et on donne les clés à cette troupe. On fait Ariane Nouchkine, on fait la Comédie Française, on fait tout ça par région, par département. Mais a priori, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc si on a envie de faire ça, il faut qu'on se le dise collectivement, qu'on se réunisse toute l'année, que l'année prochaine à Avignon, on décide qu'on veut aller vers ça. Voilà. Il y a déjà des expériences qui existent dans ce sens, parce que le directeur d'une structure n'en est ni le propriétaire ni l'occupant. Il n'en est que le taulier, que le concierge sur une donnée courte. Or, tout seul, il ne fait rien. On peut avoir un théâtre magnifique, mais si dedans il n'y a pas d'artistes qui travaillent, s'il n'y a pas d'artistes qui présentent quelque chose, qui sont en recherche, le théâtre n'a plus lieu d'être. Voilà. Or, il y a des expérimentations possibles avec des compagnies nouvelles. Il y a des compagnies qui quittent des métropoles saturés pour aller s'installer sur des territoires plus ruraux. Alors effectivement, c'est moins sexy, on a moins la presse, et il faut aller mettre les mains dans le cambouis, il faut aller sur le territoire, il faut accepter de jouer dans des conditions qui sont un peu plus roots, il faut se désembourgeoiser, intellectuellement en tout cas, mais ça existe, il y en a. Je vais citer 2 exemples. Thomas Visonneau, jeune metteur en scène de Limoges, qui en a fait une de ses spécialités et qui est capable de jouer n'importe où, n'importe quand. Et même dans des conditions difficiles, avec des comédiens qui ont retrouvé l'esprit de troupe de Molière, du départ. Les battleurs, les places de village, ça existe encore, mais il faut aussi se sortir de son petit confort de théâtre tout équipé, où on a une équipe pro qui vous accueille et qui vous a beurré les tartines avant que vous arriviez en loge. Il faut aussi aller au contact du public, et ça, il y a un vrai travail à faire aussi au niveau des compagnies. Parce que nous, on n'est pas là pour préparer les lits, on est là pour mettre en rapport avec une population. Et le deuxième exemple, c'est la compagnie Vive, cette fameuse compagnie que j'évoquais tout à l'heure, qui était à Paris, qui s'installe dans les Landes. Il faut avoir envie, parce que les Landes, c'est un peu le Far West quand même. C'est chouette les Landes. Voilà, mais c'est vachement chouette, c'est pas Panchica qui dira le contraire. Et ça s'installe dans le cadre d'un compagnonnage de 3 ans. Or, la structure
accueille la compagnie pendant 3 ans, avec un engagement en termes de locaux, un engagement en termes de suivi artistique, de financement, avec ses petits moyens, ses petits bras. Et je reviens à la question du millefeuille. Au lieu d'aller quémander 500 € à 15 personnes, peut-être que on pourrait réfléchir autrement sur la redistribution de cet argent, parce qu'il y a des collectivités qui gèrent des lieux, qui ont des charges de structure. Voilà, il y a le théâtre de Gascogne, c'est 3 lieux, avec 3 charges de structure derrière. Or, d'autres collectivités n'ont pas cette charge-là. Voilà. Donc peut-être qu'il faut plus réfléchir en termes de complémentarité, qui fait quoi, parce que des artistes qui viennent me voir, qui sont allés voir le maire, qui sont allés voir le président de l'agglo, qui sont allés voir la région, puis le département, puis l'office, puis la DRAC, puis la DGCA. Mais à un moment, il ne faut pas oublier ce que Marcel Landowski disait, pour que ça fonctionne la culture, il faut des saltimbanques et des géomètres. Les saltimbanques, ce sont les artistes, les autres sont des géomètres, mais peut-être que les géomètres doivent mieux s'organiser pour rester au service des saltimbanques. Juste un mot. J'adhère complètement à ce que tu dis, Antoine. Je voudrais juste quand même continuer à faire un peu la mouche du coche. Oui, on peut aller jouer partout, mais le public a le droit de voir des choses, pas seulement roots, mais aussi des choses belles. Et s'il y a 1000 théâtres en France, je crois que ce serait intéressant aussi de mobiliser pour qu'on emmène les gens dans ces théâtres et qu'on les emmène plus. Parce que ces lieux qui existent, qui sont équipés, et les théâtres que tu diriges le sont, eh bien, les gens ont le droit d'y aller, mais il faut peut-être les aider à y venir. Voilà. Et les relais, c'est pas seulement les artistes. Ça doit être à double sens. Les artistes sortir sur les territoires et les publics venir au théâtre. Et les deux se complètent et se nourrissent. Ouais, mais travaillons là-dessus aussi. Bon, normalement, nous sommes sur l'heure de dernière question et courte, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas vraiment une question, je voulais juste une petite précision par rapport à notre syndicat. C'est qu'en tant que metteur en scène, nous sommes des porteurs de projets, mais nous sommes aussi responsables de nos équipes. On a parlé des 1500 spectacles, des conditions de travail, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si les conditions de travail étaient respectées dans les productions, justement des petites structures et autres, on aurait un peu moins d'offres, malheureusement, mais c'est comme ça. Et que nous, ça relève de notre responsabilité de metteur en scène, de s'interroger en tout cas sur ces questions-là. Et c'est pour ça que le syndicat, d'ailleurs, a réfléchi à une charte qui, j'espère, sera bientôt connue du public et qui nous permettra de réfléchir ensemble avec tous les producteurs et tous les lieux à justement, peut-être à la création, on en a souvent parlé, d'un label en fait qui permet de respecter ces engagements-là. Et ça me semble essentiel. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Peut-être pour finir le débat. Merci. Et merci d'être venu.